Pendant des décennies, la mafia a régné sur le monde criminel sans résistance. Personne n'osait riposter jusqu'à l'arrivée des clubs de motards. Les motards avaient leur propre spécialité qui défiait les mafias rivales. Ils étaient plus jeunes, armés et impossibles à intimider. Et bientôt, ils allèrent les défier partout où ils iraient. Voici l'histoire de la manière dont les clubs de motards ont défié la mafia et comment ce conflit a transformé le crime organisé pour toujours. Les acteurs. Philadelphie, 1980. Une ville déjà familière avec la violence allait rencontrer un type de chef différent. Nicky Scarfo venait tout juste de s'imposer au sommet de la mafia de Philadelphie. Pendant 20 ans, il avait été l'exécuteur impulsif en qui personne n'avait confiance. Mais après qu'Angelo Bruno, le patron de longue date connu sous le nom de The Gentle Don, ait été assassiné et que la famille se soit effondrée dans le chaos, la commission avait besoin de quelqu'un d'assez impitoyable pour rassembler les morceaux. Scarfo a rempli le vide, un homme discret qui tuait pour des insultes et régnait entièrement par la peur. Mais à travers la ville, un groupe grandissait que Scarfo ne pouvait pas effrayer pour le soumettre. C'étaient les Pagan Motorcycle Club, jeunes, agressifs, lourdement armés et en expansion rapide. Ils se moquaient de savoir qui revendiquait la propriété de Philadelphie et ils n'étaient même pas impressionnés par les traditions ou les titres de la mafia. Bientôt, la mafia de Scarfo et les Pagan MC allaient entrer en collision. Et quand cela arriverait, la ville apprendrait que la mafia avait enfin un rival. La taxe de rue. Peu de temps après avoir pris le pouvoir, Scarfo introduisit une nouvelle règle dans toute Philadelphie. Tout le monde paie. Les dealers de drogue, les propriétaires de clubs de striptease, les bookmakers et toute personne gagnant de l'argent, illégale dans les rues, devait remettre un pourcentage. Selon cette règle, toute personne opérant à Philadelphie devait à la mafia une part. Selon cette logique, les Pagans devaient payer la taxe de rue comme tout le monde. Les hommes de main de Scarfo parcouraient de la ville, collectant auprès de chaque groupe qu'ils connaissaient. La plupart des gens payaient, sans discuter, jusqu'à ce qu'ils atteignent les Pagans. Les motards ne négocièrent pas et ne menacèrent pas. Ils rirent simplement et renvoyèrent les hommes de main les mains vides. Quand Scarfo entendit la réponse, ce n'était pas le refus qui le mit en colère. C'était la confiance derrière cette réponse. Les Pagans avaient rejeté la mafia publiquement et sans hésitation. Pour Scarfo, la question cessa d'être une affaire d'argent. Elle devint une question de contrôle et de réputation. Il devait faire des Pagans un exemple. Mais les Pagans se préparaient déjà à faire un exemple de lui. L'enlèvement. Février 1981. La mafia de Philadelphie fit son premier mouvement. Ils kidnappèrent un fournisseur de drogue lié aux Pagans, espérant créer une pression qui forcerait le club à se soumettre. Mais les Pagans ne réagirent pas comme la mafia l'attendait. Jimmy D, un membre haut placé, répondit immédiatement. Il localisa 2 mafieux de Philadelphie, les força à monter à l'arrière de leur propre voiture sous la menace d'une arme et pressa un 45 contre leur tête en se glissant derrière le volant. Puis il les conduisit à travers le centre de Philadelphie, en plein jour. Les mafieux restèrent figés sur la banquette arrière pendant que Jimmy D roulait dans la circulation de Center City. À Broad et Walnut, Jimmy D s'arrêta près d'un groupe de policiers debout à l'extérieur, tenant des cafés. L'un des mafieux vit une opportunité et tenta d'atteindre la portière. Jimmy D lui tira dessus devant les policiers. Le mafieux blessé trébucha dans la rue. Les policiers accoururent et Jimmy D fut immédiatement arrêté. Jimmy D sortit du tribunal le jour même en payant $750 de caution. Quelle que soit l'influence que la mafia pensait avoir à Philadelphie, les Pagans prouvaient qu'ils avaient la leur. L'incident de la motocyclette. Le conflit couva pendant des années. Des confrontations mineures eurent lieu, où chaque camp testait jusqu'où l'autre était prêt à aller. Puis, en 1986, Salvatore Chucky Merlino fit une erreur qui changea tout. Chucky était le sous-chef de Scarfo, un alcoolique violent connu pour prendre de terribles décisions lorsqu'il était ivre. Une nuit,
Il se disputa avec des membres des Pagans et il percuta sa voiture contre la moto d'un Pagan, envoyant le motard s'écraser sur le bitume. Et la nuit suivante, ils l'ont montré. Ils se rendirent à l'adresse qu'ils pensaient appartenir à Chucky Merlino et ouvrirent le feu. Plus de 200 balles déchirèrent la maison. Les balles traversèrent les murs, les meubles et tout ce qui se trouvait sur leur passage. Heureusement pour Chucky, ce n'était pas sa maison. C'était celle de sa mère. Elle survécut en se cachant à l'intérieur pendant que sa maison était réduite en morceaux. Mais les Pagans n'avaient pas terminé. Ils criblèrent de balles la maison de Salvatore Testa, un capo régime de Philadelphie, et incendièrent une voiture appartenant à un autre associé de Merlino. La mafia de Philadelphie avait désormais un choix: riposter et risquer une guerre totale avec un club de motards qui n'avait clairement pas peur des conséquences, ou reculer et négocier avec des gens qu'ils avaient toujours considérés comme inférieurs. Et pour la première fois, ils réalisèrent que le prix à payer pour aller plus loin pourrait être plus élevé qu'ils ne pouvaient se permettre. La mafia de Philadelphie régla tout le conflit avec un seul paiement: 5 000 $ pour les frais médicaux du motard blessé et les réparations de sa moto. Et ensuite, tout s'arrêta. Nicky Scarfo, l'un des parrains mafieux les plus violents de l'histoire américaine, avait finalement rencontré quelqu'un qu'il ne pouvait pas intimider. Le conflit entre les Pagans et Nicky Scarfo créa quelque chose que personne dans le crime organisé n'attendait. Une fois que la fumée des armes se dissipa, quelque chose d'inhabituel se produisit. Les deux camps reculèrent et réalisèrent une vérité simple: aucun des deux ne pouvait effacer l'autre. Dans les années 1990, les deux groupes finirent par travailler ensemble, s'associant dans la distribution de méthamphétamine et partageant un territoire pour lequel ils avaient autrefois tenté de se détruire mutuellement. Mais cette coopération ne naquit pas du respect pour la tradition ou la hiérarchie de la mafia. Elle vint de la compréhension du prix de se sous-estimer l'un l'autre. Rizzuto contre Hells Angels. Montréal dans les années 1980 et 1990 était l'un des corridors de drogue les plus actifs d'Amérique du Nord. La cocaïne quittant la Colombie et le Venezuela passait par la ville avant de se répandre au Canada et dans le nord-est des États-Unis. Ce n'était pas un seul empire qui contrôlait ce flux. C'était un champ de bataille encombré de territoires criminels qui se chevauchaient. Au centre de tout cela se trouvait la famille Rizzuto, l'organisation mafieuse dominante de Montréal. C'était une dynastie d'origine sicilienne construite sur la loyauté, une portée internationale et une influence discrète. Grâce à l'accès aux ports, aux connexions outre-mer et à des décennies d'alliances, les Rizzuto sont devenus la force criminelle la plus puissante de la ville. Sous Vito Rizzuto, ils ont évolué pour devenir le seul groupe capable de maintenir l'unité du monde criminel fragmenté de Montréal. Chaque grand groupe criminel possédait une part du pipeline de drogue. Les gangs de rue haïtiens contrôlaient les coins de rue. Les cartels colombiens fournissaient le produit. Le West End Gang gérait l'accès au port. La mafia sicilienne, la 'Ndrangheta calabraise et les Hells Angels détenaient chacun leur propre territoire et leur influence. Ces factions ne se faisaient pas confiance. Les rivalités couvaient en permanence. N'importe quel conflit aurait pu transformer Montréal en zone de guerre. Mais Vito s'assurait que cela n'arrive jamais. Il a construit un consortium. Les Rizzuto géraient l'importation. Les Hells Angels s'occupaient de la distribution à travers le Québec et plus loin au Canada. Les gangs de rue contrôlaient les ventes au détail. Et chaque fois qu'un conflit apparaissait, Vito intervenait avant qu'il ne s'aggrave. Montréal est resté stable pendant des décennies. Non pas parce que les criminels se faisaient confiance, mais parce qu'ils faisaient confiance à Vito pour maintenir la paix. Mais pour comprendre pourquoi l'alliance de Vito avec les Hells Angels était si importante, il faut voir ce que les Angels faisaient à seulement quelques heures de route, au Québec. Ce champ de bataille allait définir leur pouvoir, leur méthode et le prix de s'allier avec eux. La guerre des motards. Pour comprendre à quel point les alliances entre la mafia et les clubs de motards pouvaient aller loin, il faut regarder ce qui s'est passé au Québec.
Cela est devenu l'exemple le plus clair de ce dont les Hells Angels étaient capables lorsqu'ils étaient soutenus par le crime organisé, et de ce que le crime organisé gagnait en retour. La guerre des motards du Québec, qui s'est déroulée de 1994 à 2002, est devenue l'un des conflits criminels les plus meurtriers de l'histoire canadienne. Plus de personnes sont mortes pendant ces 8 années que dans n'importe quelle guerre mafieuse moderne. Maurice Mom. Boucher, chef des Hells Angels du Québec, a mené le conflit. Son ascension a été façonnée par la violence. Décrocheur scolaire en 9e année qui est passé par des groupes de motards néo-nazis avant de rejoindre les Angels, il a finalement créé les Nomades, une unité d'élite chargée de l'expansion et de l'intimidation. Boucher exigeait que chaque dealer de drogue au Québec achète auprès des Hells Angels. Le Rock Machine refusa, et les dealers indépendants se rangèrent de leur côté. Un simple conflit territorial s'est transformé en champ de bataille urbain. Les Hells Angels, cependant, avaient un avantage que le Rock Machine n'avait pas. Ils avaient Vito Rizzuto. Vito soutenait Boucher parce qu'un réseau de motards unifiés maintenait la stabilité du pipeline de drogue. La fragmentation menaçait les profits, donc la famille Rizzuto soutenait discrètement la poussée des Angels vers la domination, avec la coopération de la mafia derrière eux. Les Hells Angels ont intensifié le conflit sans hésitation. Bombardements, incendies criminels, exécutions, disparitions. La violence a révélé jusqu'où les Angels étaient prêts à aller lorsqu'ils disposaient de ressources, de protection et d'une alliance mafieuse opérant en arrière-plan. Certaines attaques ont choqué le public. Le 13 septembre 2000, le journaliste criminel Michel Auger a été touché par 6 balles dans le parking de son journal. Il a survécu, et les enquêteurs ont lié la fusillade aux Hells Angels. L'attaque a forcé un cessez-le-feu temporaire négocié par la famille Rizzuto, bien qu'il n'ait duré que quelques semaines. En mars 2001, 2000 policiers ont mené des raids contre des lieux liés aux Hells Angels à travers le Québec, arrêtant 139 membres et associés. En mai 2002, Boucher a été reconnu coupable d'avoir ordonné les meurtres de 2 gardiens de prison et a été envoyé dans la seule prison, Supermax du Canada. Lorsque la guerre s'est finalement terminée, les chiffres étaient indéniables. 162 morts, plus de 200 blessés, et les Hells Angels contrôlaient entièrement le commerce de drogue du Québec. Une victoire rendue possible, en partie, grâce à leur alliance avec Vito Rizzuto. L'âge d'or. Après 2002, la coopération entre la famille Rizzuto et les Hells Angels a atteint sa période la plus forte. Leur réseau était efficace, organisé et rentable. Chaque acteur majeur du monde criminel québécois gagnait de l'argent grâce à un système qui fonctionnait avec une précision presque corporative. La police a ensuite estimé que les réseaux criminels du Québec généraient entre 1 et 4 milliards de dollars par an. Lors du procès, les enquêteurs ont révélé des documents financiers montrant que les Hells Angels avaient gagné plus de 111 millions de dollars en seulement 8 mois. La structure que Vito avait créée produisait de l'argent à une échelle que le Canada n'avait jamais vue. Puis, l'équilibre s'est brisé. En 2004, Vito a été arrêté et extradé vers les États-Unis pour un triple meurtre remontant à 1981. Il a passé 10 ans dans une prison fédérale. Sans lui, la structure criminelle de Montréal s'est effondrée. Des factions rivales ont senti la faiblesse et ont avancé. On avait l'impression que le monde autour de Vito commençait à s'effondrer au ralenti. Puis la tragédie a frappé. Son père, Nicolo Rizzuto, a été abattu et tué en 2010. Plus tard cette même année, son fils, Nick Jr., a été assassiné. Pièce par pièce, chaque fondation que Vito avait construite a été détruite. Vito a été libéré et est retourné à Montréal en 2012. Il a immédiatement lancé une campagne de représailles ciblées contre ceux impliqués dans les attaques contre sa famille. Mais il ne lui restait plus beaucoup de temps. Le 23 décembre 2013, Vito Rizzuto est mort de cause naturelle à l'âge de 67 ans. Sa mort a marqué la fin de la stabilité que son leadership avait fournie. Le vide. Avec la disparition de Vito, le rôle de médiateur a disparu du jour au lendemain.
Son plus jeune fils, Leonardo, était considéré par certains comme un successeur possible, mais il n'avait pas les connexions internationales de Vito, ni sa capacité à négocier entre clans rivaux. La violence est revenue presque immédiatement. Le 18 décembre 2013, 5 jours avant la mort de Vito, Roger Valiquette Jr. a été abattu dans un parking à Laval. Valiquette était un associé de longue date de la mafia, connu pour son rôle dans l'économie criminelle de Montréal. En avril 2014, Carmine Verducci a été assassiné devant un café. Verducci servait de lien clé entre la Ndrangheta en Ontario et leurs homologues à Siderno, en Italie. Le fait qu'une personne de son niveau ait été tuée montrait que même les intermédiaires de haut niveau n'étaient mis au plus protégé. En août 2014, Ducarme Joseph, chef du gang de rue connu sous le nom des 67, a été abattu à plusieurs reprises à Saint-Michel. Il avait été une force majeure dans le commerce de cocaïne au niveau de la rue à Montréal, et l'un des alliés de gangs de rue les plus puissants pendant le règne de Vito. Sa mort a signalé que les gangs de rue étaient désormais entraînés dans l'effondrement. La violence s'est étendue au-delà du Québec. En mai 2017, Angelo Musitano a été abattu à Hamilton. Il appartenait à la famille mafieuse Musitano, un puissant clan de l'Ontario, historiquement lié à la fois à Montréal et à la Ndrangheta calabraise. Son meurtre a montré que l'instabilité à Montréal influençait les alliances criminelles à travers les frontières provinciales. À l'intérieur de l'organisation Rizzuto, des factions internes se sont rapidement formées. Les Hells Angels ont eux aussi fait face à leurs propres conflits à mesure que le leadership changeait. Le système que Vito avait construit dépendait d'un seul homme pour maintenir tout le monde aligné. Sans lui, Montréal est revenu exactement à ce qu'il avait passé des décennies à empêcher. L'effondrement. Lorsque Vito est mort, le monde criminel de Montréal a commencé à se désagréger. Mais l'effondrement ne s'est pas produit d'un seul coup. Il s'est déroulé par étapes, chaque meurtre retirant une autre pièce de la structure qu'il avait maintenue ensemble. À la fin des années 2010, la violence s'était déjà intensifiée. Les anciennes alliances se brisaient, de nouvelles factions testaient les limites, et le leadership au sein de plusieurs groupes changeait. Même les Hells Angels traversèrent des changements internes après le déclin et la mort éventuelle de Maurice Mom, bouché, en prison. Sans médiateur puissant restant dans la ville, les anciennes rivalités sont réapparues. En octobre 2019, 2 fidèles de longue date des Rizzuto, Rocco Solecito et Lorenzo Giordano, ont été assassinés. Les 2 hommes faisaient partie de l'ancienne garde, profondément impliqués dans l'organisation pendant l'époque de Vito. Leur mort a éliminé des figures clés de stabilisation qui avaient aidé à maintenir l'équilibre après la disparition de Vito. En février 2022, Domenico Macri, un associé bien connu de la mafia impliqué dans le recouvrement de dettes et les réseaux de distribution de drogue, a été abattu dans son garage. Son meurtre a signalé que la violence n'était plus limitée aux conflits de rue. Les opérateurs de haut rang étaient désormais des cibles. Puis le conflit a atteint la famille elle-même. Leonardo Rizzuto, le plus jeune fils de Vito, était devenu discrètement l'un des principaux décideurs au sein du réseau Rizzuto restant. Il n'était pas son père, mais il était l'un des derniers fils reliant l'organisation à la stabilité du passé. Le 15 mars 2023, alors qu'il conduisait sa Mercedes noire sur l'autoroute 440 à Laval, un autre véhicule s'est placé dans son angle mort et a égalé sa vitesse. Depuis cette position, les tireurs ont ouvert le feu. 6 balles ont brisé la vitre côté conducteur. Une balle a frappé Leonardo à la jambe. Perdant beaucoup de sang, il a réussi à sortir à l'autoroute 13 et à se garer sur le parking d'une maison funéraire. Il a survécu, mais le message était clair. Quelqu'un voulait effacer le nom Rizzuto. Le 5 juin 2023, Francesco Del Balso, un associé de longue date des Rizzuto, précédemment condamné pour avoir conspiré à fournir de la cocaïne aux Hells Angels, a été abattu à Dorval. Les enquêteurs pensaient qu'il avait peut-être joué un rôle dans l'organisation de la tentative contre Leonardo. Son meurtre a renforcé le schéma. Le monde criminel de Montréal n'était plus seulement fracturé, il se dévorait activement lui-même.
Le règlement de compte. Les forces de l'ordre observaient l'effondrement depuis des années. Les assassinats, les alliances changeantes, le conflit renouvelé entre factions mafieuses et réseaux de motards. Tout cela signalait que Montréal était entré dans une nouvelle ère d'instabilité. Les agences de police ont commencé à construire un dossier à long terme, visant non pas les exécutants, mais les hommes qui étaient devenus les courtiers du pouvoir après la mort de Vito. Le 12 juin 2025, elles ont agi. Plus de 150 agents ont mené des perquisitions coordonnées à l'aube à travers le Québec. C'était le résultat du projet Alliance. Une enquête de 3 ans visant les individus soupçonnés de diriger la violence qui façonnait le paysage criminel de Montréal. Parmi eux se trouvaient Leonardo Rizzuto, âgé de 56 ans, et Stefano Solecito, âgé de 57 ans, tous deux considérés comme des figures centrales de la hiérarchie post-Vito. Richard Larivière, un membre de haut rang des Hells Angels lié à plusieurs conflits territoriaux, a également été arrêté. Tous ont été accusés de meurtre au premier degré ou de complot pour commettre un meurtre pour des crimes commis entre 2011 et 2021. Leonardo et 6 autres étaient accusés d'implication dans le meurtre de Lorenzo Lopresti en 2011. Un associé de la mafia dont la mort avait marqué l'une des premières fractures dans l'organisation Rizzuto après l'arrestation de Vito. Larivière faisait face à 3 accusations de meurtre au premier degré liées à des assassinats commis entre 2017 et 2019 au plus fort des troubles du monde criminel. L'affaire reposait sur un seul témoin, Frédéric Silva, un tueur à gages présumé qui a commencé à coopérer avec la police en 2022. Son témoignage reliait les meurtres, les alliances. Derrière eux, les 11 hommes ont plaidé non coupables. Les conséquences. Le projet Alliance n'a pas terminé l'histoire avec les arrestations. Les 11 hommes, dont Leonardo Rizzuto, Stefano Solecito et le membre des Hells Angels, Richard Larivière, ont plaidé non coupables. Les accusations peuvent entraîner des peines de prison à vie, mais pour l'instant, aucune des affaires n'a atteint de verdict final. La licence d'avocat de Leonardo Rizzuto a été immédiatement suspendue et les tribunaux sont entrés dans ce que les experts considèrent comme un long et complexe processus judiciaire. Les procureurs s'appuient fortement sur le témoignage du tueur à gages Frédéric Silva, dont la coopération a relié des années de meurtre aux hommes actuellement jugés. Aucune peine n'a encore été prononcée, mais la police décrit l'opération comme l'un des coups les plus importants portés à la mafia de Montréal depuis des décennies. Avec de nombreux dirigeants derrière les barreaux en attente de procès, le monde criminel de la ville fait maintenant face à un autre vide. Un vide que de nouveaux groupes tentent déjà de combler. Mongols contre Mexican Mafia. Les Mongols ont eu l'un des débuts les plus inhabituels de l'histoire des clubs de motards hors la loi. C'était le 5 décembre 1969 à Montebello, en Californie, lorsqu'un groupe de motards hispaniques, dont beaucoup étaient des vétérans du Vietnam, ont essayé de rejoindre les Hells Angels. Ils ont été refusés immédiatement. Les Angels n'acceptaient pas de membres non blancs, et ce rejet a façonné tout ce qui a suivi. Au lieu de partir, ces hommes ont créé leur propre club. Ils se sont appelés les Mongols, inspirés par Genghis Khan et l'empire qui avait conquis la moitié du monde connu. L'un des fondateurs, Alfonso Bigal Aceves, avait effectué 3 missions avec la 101e Airborne au Vietnam. Leur couleur était le noir et le blanc, et leur devise était simple: Respect few, fear none. Dès le début, les Mongols ont refusé de suivre les règles de quiconque. Ils ont cousu California sur leur bottom rocker, défiant directement l'autorité des Hells Angels sur l'État. Les Angels ont répondu par la violence. Une guerre a commencé en 1977. Au début des années 1980, l'impensable s'est produit. Les Hells Angels ont cédé la Californie du Sud aux Mongols. Les frères. Les Mongols avaient gagné leur place dans les rues. Mais ce qui a vraiment changé leur avenir n'était pas une guerre contre les Hells Angels. C'était un lien familial qui les reliait à l'une des organisations carcérales les plus redoutées d'Amérique. Ernest Rabbit Salas était officier dans le chapitre des Mongols de San Gabriel,
au milieu des années 1970. Son frère, Robert Robo Salas, montait rapidement en puissance au sein de la Mexican Mafia. Robo marchait avec une démarche raide à cause d'une poliomyélite contractée dans l'enfance. Entre 1975 et 1977, il était l'un des 4 exécuteurs de la Mexican Mafia, soupçonné d'être responsable de plus de 50 meurtres pendant que l'AM consolidait son contrôle sur les prisons et les rues de Californie. Il venait de Big Hazard, un gang d'East LA profondément lié à la Mexican Mafia. Les frères Salas ont créé quelque chose de presque inédit. Leur relation a ouvert une ligne directe entre les Mongols et la Mexican Mafia. Les Mongols pouvaient circuler dans les cours de prison en toute sécurité. Ils n'avaient besoin de la permission de personne. Dans les rues, les 2 camps travaillaient aussi ensemble sur des affaires de drogue. Doc Cavazos. Mais ce partenariat n'a pas duré longtemps et s'est finalement effondré. Pour comprendre pourquoi tout s'est ensuite effondré, il faut comprendre un homme qui dirigeait les Mongols. Ruben Doc Cavazos est devenu président des Mongols en 2002. Contrairement aux membres originels, Doc venait des Avenues, un gang sureño contrôlé par la Mexican Mafia. Il voyait les Mongols non pas comme un club de motards, mais comme une armée qui devait s'étendre. À l'époque, Doc pensait que la solution était simple. Recruter dans les gangs, faire entrer des soldats qui combattraient sans hésitation. De cette manière, le nombre de membres a explosé. Et bientôt, des membres de gangs d'East LA portaient les patchs des Mongols. Ils étaient loyaux envers Doc, mais ils gardaient toujours leur lien avec les sureños. Ils vivaient dans 2 mondes. Sur leur dos se trouvait le patch des Mongols. Dans leur cœur, ils répondaient toujours à la Mexican Mafia. Et une fois que les Mongols se sont remplis de membres sureños, la Mexican Mafia a cessé de les voir comme des alliés. Ils ont commencé à les voir comme une source de revenus et une base fiscale qu'ils pouvaient contrôler. Les incidents. Mais janvier 2004 a tout changé. Après 2 affrontements violents, les Mongols sont entrés en conflit direct avec la Mexican Mafia. Le premier incident s'est produit lorsqu'un groupe de Mongols a rencontré des membres du gang Bassett Grand pour acheter de la méthamphétamine en gros. L'un des Mongols avait auparavant été membre du gang 18e Street. Les membres de Bassett l'ont reconnu immédiatement. Il figurait sur la liste Green Light de la Mexican Mafia pour avoir violé les règles du gang. Très vite, la bagarre a éclaté. L'ancien membre des Mongols issu de 18e Street a été tué et un autre Mongol a été gravement blessé, pendant que les autres membres prenaient la fuite. Sangra exploitait un laboratoire de méthamphétamine dans une chambre de motel. Plusieurs Mongols séjournaient dans le même motel lors d'un déplacement du club. Sur le parking, un Mongol venu de San José a confronté l'équipe Sangra. Il venait d'une zone norteño, et la tension a été immédiate. La dispute s'est transformée en bagarre, et les membres de Sangra lui ont tiré dessus et l'ont tué. La police est intervenue rapidement, a arrêté un suspect et a saisi la drogue et le matériel du laboratoire. 2 Mongols morts, un laboratoire de drogue détruit et une perte financière que la Mexican Mafia attendait des Mongols qu'ils remboursent. La demande et la guerre. En mars 2004, la Mexican Mafia a réagi aux 2 incidents. Ils ont affirmé que les sureños avaient perdu plus de 20 000 $ et ont exigé que les Mongols remboursent la somme. S'ils refusaient, l'AM placerait tout le club sur la liste Green Light, ce qui signifiait que chaque Mongol en Californie pourrait être tué à vue. Doc Cavazos a présenté la demande au club et les Mongols ont dit non. Ce qui s'est passé ensuite a tout aggravé. Lors d'une réunion de suivi, un représentant des Mongols a menacé un shot caller de la Mexican Mafia, laissant entendre que sa famille pourrait être blessée. C'était une erreur fatale. L'AM contrôlait les prisons et commandait des milliers de soldats dans la rue. La Green Light est devenue active. Les gangs sureños à travers la Californie du Sud ont reçu l'ordre de tuer les Mongols partout où ils les trouvaient. Une attaque a montré à quel point la menace était sérieuse. Un salon de tatouage appartenant à un Mongol près de l'académie du shérif de Los Angeles a été attaqué en plein jour. Le propriétaire a été abattu
et le tireur est reparti calmement. Les Mongols étaient dépassés. Quelques centaines de motards étaient soudainement confrontés à des milliers d'ennemis. Le tournant est venu de manière inattendue. Le journaliste de Fox 11, Chris Blatchford, a diffusé une interview avec un shot caller des Mongols. Après la diffusion, la chaîne a reçu un appel de la Mexican Mafia. Il voulait que Blatchford aide à organiser une rencontre. Une interview télévisée avait ouvert la première véritable chance de mettre fin. Le règlement et la chute. En décembre 2004, les deux camps étaient épuisés. Grâce à la rencontre organisée après la diffusion, Doc Cavazos s'est assis avec des représentants de la Mexican Mafia. Un paiement a été effectué, dont le montant n'a jamais été révélé, et la green light a été levée. Les Sureños ont reçu l'ordre de se retirer. Le message adressé aux Mongols était clair et simple. Vous ne menacez pas la Mexican Mafia. Vous ne refusez pas leurs exigences. Et si votre président remplit votre club avec leurs membres de gang, vous finirez par payer leurs taxes. Les combats ont cessé, mais le club n'a plus jamais été le même. En août 2008, les Mongols ont voté l'exclusion de Doc avec un statut défavorable. Les membres lui reprochèrent d'avoir recruté des membres de gang, provoqué une guerre et forcé le club à acheter la paix. 2 mois plus tard est arrivée l'opération Black Rain. Plus d'1 millier d'agents fédéraux ont mené des raids dans 6 États. 38 Mongols ont été arrêtés, dont Doc. L'affaire reposait en grande partie sur l'agent infiltré de l'ATF, William Quinn, qui avait passé des années à l'intérieur du club et avait même servi comme vice-président d'un chapitre. Face aux accusations fédérales, Doc Cavazos a fait quelque chose qu'aucun président des Mongols n'avait jamais fait. Il a coopéré. Il a plaidé coupable et a abandonné sa maison, ses motos, ses armes et ses comptes bancaires. L'homme qui a changé les Mongols plus que tout autre dirigeant moderne est devenu le premier président à trahir. Le Québec a montré à quel point des alliances solides pouvaient rendre les motards presque impossibles à arrêter. La Californie a montré à quelle vitesse ils pouvaient tomber lorsqu'ils croisaient les mauvaises personnes. Mais le champ de bataille le plus surprenant était l'Ontario, où l'une des organisations mafieuses les plus riches du monde dirigeait discrètement le monde criminel. Et puis, les Hells Angels sont arrivés. Hells Angels contre Ndrangheta. Le Québec avait montré à quel point les motards pouvaient devenir puissants avec les bons alliés. La Californie avait montré à quelle vitesse ils pouvaient s'effondrer lorsqu'ils choisissaient les mauvais. Mais l'Ontario était différent. Ici, l'une des organisations mafieuses les plus riches et les plus structurées au monde contrôlait déjà le monde criminel bien avant l'arrivée de tout club de motards. La Ndrangheta s'était établie en Ontario dans les années 1950. Contrairement aux autres groupes mafieux, elle fonctionnait entièrement par lignée familiale. L'adhésion était héritée, pas gagnée. On ne pouvait pas la rejoindre. Il fallait y être né, ce qui rendait l'infiltration presque impossible. 6 familles dominaient la région du Grand Toronto. Les clans Coluccio, Tavernis, De Maria, Figliomeni, Russo et Comisso. La police les appelait collectivement le Siderno Group, du nom de la ville calabraise d'où la plupart d'entre eux venaient. Cosimo the Quail Comisso est devenu la figure la plus reconnaissable de la Ndrangheta en Ontario. Né en 1950, il a pris la direction du local de Siderno après la première guerre de la Ndrangheta, dans les années 1970. Sous sa direction, la Ndrina Comisso est devenue l'un des clans mafieux les plus influents au monde. Ils ont construit des routes de drogue en Colombie, des circuits de blanchiment d'argent via le Costa Rica et le Panama, et des alliances s'étendant sur plusieurs continents. En 2019, la police pensait que le Conseil de l'Ontario était devenu si puissant qu'il pouvait influencer non seulement le monde criminel canadien, mais aussi les opérations à Siderno même. À l'échelle mondiale, la Ndrangheta contrôlait des milliards. Les estimations situaient ses revenus entre 50 et 100 milliards de dollars par an. Elle fournissait la majeure partie de la cocaïne en Europe. Elle était enracinée, traditionnelle et intouchable, jusqu'à l'arrivée des Hells Angels. Les motards modernes.
Le 29 décembre 2000, les Hells Angels ont réalisé le plus grand patch-over de l'histoire canadienne. Dans leur clubhouse de Montréal à Sorel, 179 motards de l'Ontario, issus de clubs comme Satan's Choice, Paradise Riders, Last Chance et les Lobos, ont changé d'allégeance en une seule nuit. Le président national, Walter Stadnik, a proposé un accord simple. Gardez votre rang, prenez le patch. Du jour au lendemain, les Angels sont devenus l'organisation de motards dominante en Ontario. Leur modèle contrastait fortement avec celui de la Ndrangheta. Les Angels n'exigeaient ni lignée familiale, ni connexion familiale. Toute personne qui faisait ses preuves pouvait rejoindre le club. Ils se sont modernisés rapidement, passant des bagarres de bar et des Harley, au blanchiment d'argent, aux entreprises haut de gamme et aux façades d'apparence légitime. Ils ont investi dans des clubs de striptease, des salons de tatouage, des salons de massage, des concessionnaires automobiles et tout ce qui pouvait blanchir efficacement l'argent de la drogue. Mais leurs ambitions allaient bien au-delà des activités de motards. Ils voulaient des fournisseurs directs de cocaïne. Ils voulaient des routes de transport internationales. Ils voulaient une place à l'intérieur de la machine financière que la mafia contrôlait depuis des décennies. Étonnamment, la Ndrangheta et les Hells Angels ne se sont pas affrontés immédiatement. Ils ont trouvé du profit dans la coopération et pendant un certain temps, l'arrangement a fonctionné. Le partenariat numérique et l'effondrement. En janvier 2018, la police provinciale de l'Ontario a lancé le Project Hobart. Les enquêteurs ont découvert un vaste réseau illégal de paris sportifs géré via des sites web protégés par mots de passe comme Ultimate SB, Titan SB et Play to Win SB. Entre 2014 et 2019, l'opération a généré plus de 130 et 1 million de dollars. Deux Hells Angels se trouvaient au centre du système. Robert Barletta, fondateur du chapitre de London, et Craig Truck McIlquham géraient les plateformes de paris, blanchissaient l'argent et faisaient respecter les dettes. Leur partenaire clé était Angelo Figliomeni, considéré par la police comme le chef de la Ndrangheta à Toronto. Le réseau mélangeait la force des Angels avec l'infrastructure internationale de financement et de blanchiment de la mafia. C'était le crime organisé moderne. Téléphones chiffrés, sites web verrouillés, sociétés écrans. Pas de coin de rue et pas de valises pleines d'argent. Très efficace, extrêmement rentable et fragile. En 2017 et 2018, des incendies ont commencé à éclater à travers l'Ontario. Un chalet de Muskoka appartenant à un Hells Angel senior a brûlé. Un salon de tatouage à Woodbridge lié à un autre membre a été incendié. Un salon de massage à London lié à un motard est parti en flammes. Au moins 6 attaques ont visé des propriétés des Hells Angels en un seul mois. Le message était direct. Les Angels s'étendaient dans des marchés que la Ndrangheta considérait comme les siens, et l'ancienne garde ripostait. La violence s'est intensifiée. En juin 2018, Cosimo Ernesto Comiso, lié au puissant clan de Siderno, a été abattu à Woodbridge. La police a parlé d'une exécution professionnelle. En mars 2019, Michel Deabaitua-Schulde, un Hells Angel du chapitre de Niagara, a été exécuté dans un parking à Mississauga. 4 hommes de Montréal ont été arrêtés. Ces meurtres n'étaient pas aléatoires. Le 18 juillet 2019, la police canadienne et italienne a exécuté la plus grande opération contre le crime organisé de l'histoire de l'Ontario. 15 arrestations au Canada, 12 en Italie. 35 millions de dollars en maisons, véhicules, bijoux et argent liquide saisis. Des écoutes téléphoniques ont révélé l'ampleur du réseau, avec Giuseppe, The Master, Comiso, recevant des mises à jour du Canada et d'Australie, tout en se tenant dans son pressing à Siderno. Les arrestations ont créé un vide de leadership au sein de la mafia, au moment même où les Angels gagnaient de l'influence financière en ligne, en y lançant. Puis tout s'est effondré. Le 19 décembre 2019, des raids coordonnés ont démantelé l'empire de jeu. 28 personnes ont été arrêtées. Des maisons, de l'argent liquide, des armes et des véhicules de luxe ont été saisis.
Barletta et Makilquam ont été inculpés. Figliomeni restait en détention depuis l'opération précédente. Le partenariat qui fonctionnait autrefois parfaitement avait disparu. La coopération entre les Hells Angels et la 'Ndrangheta s'est fracturée sous la pression, la cupidité et des ambitions concurrentes. Et une fois que ce partenariat s'est brisé, la violence est venue prendre sa place. Le démantèlement. Alors que la pression augmentait sur les deux organisations, le système judiciaire a commencé à vaciller sous le poids des enquêtes. Project Hobart, la vaste enquête sur le réseau de jeux illégal, s'est effondrée devant les tribunaux. Les accusations contre Robert Barletta et Craig Truck Makilquam ont été suspendues, permettant à Barletta, déjà connu comme le Teflon Biker, de retrouver une fois de plus la liberté. La province a continué à saisir des propriétés liées à l'opération par confiscation civile, mais aucune condamnation majeure n'a suivi. La 'Ndrangheta a subi des fractures similaires. Project Sindicato avait produit les plus grandes perquisitions contre le crime organisé de l'histoire de l'Ontario. Pourtant, les poursuites ont rencontré des difficultés. En Italie, Cosimo the Quail, Commisso, autrefois condamné à la prison à vie pour plusieurs meurtres, a vu sa condamnation annulée et a été officiellement acquitté en 2020. Les deux groupes ont vu des figures clés échapper au tribunal. Mais les véritables conséquences sont revenues dans la rue. Le conflit a refait surface le 29 avril 2025 à Burlington. Craig Truck Makilquam est sorti d'un restaurant. Des coups de feu ont éclaté et il s'est effondré sur le trottoir. Il est décédé plus tard à l'hôpital. L'attaque était ciblée, professionnelle et clairement liée aux tensions du monde criminel qui s'étaient accumulées depuis l'effondrement de l'empire du jeu. Il avait survécu à l'enquête, mais il n'a pas survécu à ce qui a suivi. La guerre en Ontario entre les Hells Angels et la 'Ndrangheta n'a pas explosé publiquement comme les anciennes guerres de motards. Réseaux chiffrés, façades de blanchiment d'argent et assassinats de précision au lieu de bombardements. Leur partenariat avait généré 131 millions de dollars. Mais lorsqu'il s'est brisé, la violence est devenue chirurgicale et contrôlée. Les opérations policières ont porté des coups, mais n'ont pas réussi à démanteler l'un ou l'autre camp. La 'Ndrangheta ne part pas, les Hells Angels ne reculent pas, et le meurtre de Makilquam a prouvé une chose clairement, la guerre ne s'est pas terminée. Elle est simplement passée sous terre. Voici l'outro sans tirette, propre et fluide. Au final, l'histoire des alliances entre la mafia et les clubs de motards n'était pas une question de loyauté. C'était une question de pouvoir. Qui le contrôlait, qui l'a perdu et qui était prêt à tuer pour l'obtenir. De Montréal à la Californie jusqu'à l'Ontario, chaque partenariat avait un prix. La violence remplit toujours le vide. Si vous pensez que cette guerre était brutale, attendez de découvrir l'homme dont une seule décision a déclenché une querelle avec les Hells Angels qui est devenue incontrôlable. Cliquez sur la prochaine vidéo pour voir comment cette histoire se déroule.